Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au centre, à l'espace culturel Leclerc de Saint-Médard. On est donc en direct live sur Twitch pour discuter avec vous aussi bien sur Twitch que vous ici présents. Merci d'être venus si nombreux ici. On va parler de la sélection de manga et de la traduction de manga avec nous, avec Kurokawa. Pour ce faire, on a convié deux prestigieuses personnes de Kurokawa sur cette thématique. On a Nesrine et Greg et je vais demander à chacun de se présenter. Ness, tu commences. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Nesrine. Je suis responsable de la revue de traduction chez Kurokawa. Ce qui veut dire que je relis toutes les trades avant que le manga sorte et je les corrige, je les adapte. Voilà. Donc bonsoir, moi ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Bonsoir, bonjour, pardon. Donc moi c'est Greg, comme tu l'as dit, et je suis le directeur des éditions Kurokawa. Donc ça veut dire qu'en gros, je lis un peu tous les mangas qui sortent au Japon et je décide, voilà, ça on va le sortir en France, etc. Voilà, en gros. Très simplement. Alors, comment ça va se passer aussi bien sur Twitch que ici? Moi, je vais poser des questions, mais vous aussi, vous pouvez poser des questions. Je ne serai pas le seul à poser des questions parce que sinon, vous allez m'entendre que poser des questions que peut-être que vous avez entendues maintes et maintes fois. Et pareil aussi sur le Twitch, vous aussi, vous pouvez aussi poser des questions que Paul s'empressera de prendre le micro et de les poser aussi pour vous. Et vous, c'est pareil, dès que vous avez une question à poser à n'importe quel moment, vous levez la main et Paul arrive aussi pour vous donner le micro et vous prendre et comme ça, vous pouvez prendre la parole et nous poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose, tout simplement. On va commencer par la première question, comme ça, on va embrayer un tout petit peu. Tu lis des mangas, Greg. Oui, Tu lis beaucoup, beaucoup de mangas. Mais oui, comment est-ce que, comme beaucoup de gens ici, je pense. je pense, est-ce que tout le monde lit des mangas ici? Oui, Ah ça a l'air. non, pas tous. Pas tous. Mais si quand tu lis un manga, comment tu sais qu'un titre peut être intéressant pour Kurokawa? Bah, je vais dans le futur, je regarde. Non, je rigole. Parce Non, qu'une de fois, Zeus. Oui, non, mais vas-y. une fois, on nous a posé la question, mais comment vous pouvez prévoir à l'avance, comme si on était des magiciens? Non, bah, c'est un mélange d'expérience, de bon sens et de pari éditorial. C'est-à-dire que quand tu lis un bouquin, à force, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, donc tu commences à connaître un petit peu le goût général de la population française. Euh, Tu sais à peu près quel genre de graphisme tu peux proposer, quel genre de graphisme va être plus compliqué. Euh, Tu vois aussi quel genre de thèmes peuvent intéresser ou pas les gens. Tu Et regardes aussi la c'est quoi qualité. les styles de graphisme ou les styles de thèmes qui peuvent intéresser les gens? Ah bah c'est très compliqué à expliquer. Enfin, il faudrait que je te fasse une présentation avec un PowerPoint. Mais graphiquement, c'est... Alors évidemment, il y a des mangas qui sont très, très différents graphiquement. Mais malgré tout, on a quand même on va dire des genres, c'est-à-dire que chaque décennie a son style de graphisme un peu particulier. Par exemple, dans les années 2000, c'était un graphisme très, très rond, très relâché, comme dans Soul Eater ou Fairy Tail, par exemple. Euh, dans les années là, 2020, le début 2020, on voit plutôt des choses un peu plus anguleuses et en même temps un peu plus travaillées, comme notamment Spy Family ou encore Tokyo Revengers, qui sont à la fois un peu plus anguleux et parfois aussi un peu plus, comment dire, rough. Je sais pas comment on peut dire en français, pas brouillon, Pas mais tu brouillon, sais, mais un peu inachevé. inachevé. Voilà. Ah, on avait vu Sama pour comment on dirait ref en. Esquisse? Vas-y, vas-y, viens, viens. Esquisser? Alors, Vivi Esquisse, Sama ouais. est ici aussi pour. Vas-y, vas-y. Moi, je dirais plutôt que le style de Spy Family c'est un peu la tendance qu'ont les derniers mangas récents. On est dans un style assez épuré, je trouve. C'est-à-dire, je dirais, Hollow House, on dirait que c'est un style de croquis, c'est ce qui se rapproche des sketchs. Et la plupart des mangas récents se restent sur cette base-là.
Et après, ils étoffent plus avec les trames, avec le décor. On est dans un style un peu épuré comme ça pour Spy Family, pour Chainsaw Man aussi. Donc voilà. Merci, comme ça on avait l'avis d'un expert aussi. Merci beaucoup. Tu peux continuer, pardon. Je t'ai perdu Bah trop voilà, tôt. graphiquement, tu me demandais Ouais. quels étaient les goûts des gens. Enfin voilà, la tendance actuelle, c'est plutôt des graphismes de ce genre-là. Et est-ce que aussi, je reviens sur la trad, mais la traduction aussi a évolué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il y a aussi une évolution aussi des tendances dans la traduction? Des tendances dans la trad, je ne dirais pas des tendances, je dirais que... Alors, moi, j'ai commencé la traduction il y a moins de 15 ans. Je pense que les profils ont changé surtout. Je pense qu'au tout début du manga, Greg, il m'appuiera ou non. Au début du manga, les gens qui traduisaient, c'était des gens qui aimaient le Japon et qui parlaient japonais. Ils n'avaient pas spécialement fait d'études. Ils ont tout appris tout seuls. Ils n'étaient pas spécialement partis au Japon. Il n'y avait pas autant d'Internet que maintenant. Donc, on va dire que dans l'exactitude, je pense qu'à une époque, il y avait beaucoup plus d'erreurs dans les traductions que maintenant, par exemple. Mais c'est parce qu'aussi il y avait beaucoup plus d'adaptations. On réécrivait beaucoup plus les textes, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont accès aussi au matériel d'origine. Donc, on est beaucoup plus exigeant et on veut que la traduction soit quasiment exacte. Enfin, moi, je vois sur les réseaux sociaux régulièrement, il y a des gens qui s'énervent parce que le héros dit on y va, alors qu'en japonais il dit allons-y, tu vois, ce genre de choses où oui, mais moi j'ai appris le japonais et il dit pas exactement ça. Et tu me dis bah oui, mais s'il dit exactement ça, c'est moche. Enfin, aucun Français ne s'exprime comme ça. Aucun Français ne passe à table en disant je reçois, tu vois. Mais pourtant, oui, je reçois. Et, bon appétit. Voilà, mais c'est des exemples où aujourd'hui les gens sont beaucoup plus instruits en termes de japonisme et pensent que la traduction parfaite, c'est celle qui se rapproche le plus de l'œuvre d'origine. Mais des fois, si tu fais ça, tu te retrouves avec des œuvres où les personnages ne parlent pas comme des vrais gens. Donc il y a quand même un équilibre à trouver. Moi, je pense qu'il n'y a pas de traduction parfaite et on dit bien qu'il y a autant de traductions que de traducteurs. Et ça ne voudra pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais je pense que ce qui change vraiment, c'est l'accessibilité qu'on a maintenant au Japon, à la culture japonaise. Et dans les mangas, il y a des références à la culture japonaise, à des chanteurs, à des émissions télé, à des expressions, peu importe. Il peut y avoir du langage très jeune et le japonais est une langue qui évolue beaucoup plus rapidement que le français. Une expression qui était très à la mode il y a un an va changer complètement l'année d'après. Les filles et les garçons ne parlent pas complètement de la même façon. Il y a encore plus de disparité dans le langage entre l'âge des gens. En fait, il y a plein de choses comme ça auxquelles une personne qui, même si elle a fait des super études de japonais, qu'elle maîtrise à fond, ces changements-là, si tu n'as pas Internet, si tu ne vas pas au Japon, si tu n'as pas comment dire, un contact direct avec la culture, c'est des choses qui peuvent t'échapper. Ça ne veut pas dire que tu as fait une connerie dans ta trad, ça veut dire qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Et maintenant, je pense qu'on a moins de chances de faire ce genre d'erreur à notre époque, quoi. Il y a une question sur le Twitch. Oui, alors la première question, c'est qu'est-ce qui rend une licence plus compliquée à avoir par rapport à une autre? Et l'autre question, c'est comment ça se passe entre les différents éditeurs, par exemple français, la compétition par rapport à l'achat d'une licence? On va commencer par la première et ensuite... Qu'est-ce qui fait qu'une licence est compliquée? Tout simplement... Il y a différents facteurs. Une licence peut être compliquée parce que, par exemple, ça fait référence à des gens qui existent pour de vrai. Déjà, quand on dit licence, pour tout le monde, on parle de titre. Un ou titre d'œuvre. manga, oui, une œuvre. Donc ça peut être par exemple un manga de sport qu'on va pas avoir le droit d'exploiter en dehors du Japon parce que dans le manga il y a des sportifs, des vrais sportifs ou des vraies équipes ou des trucs et les licences n'ont pas été achetées. Donc là, tu dis bah non, tu peux pas parce que sinon il faut payer, je dis n'importe quoi, il faut payer le Barça ou il faut payer le PSG et tout ça, et puis du coup c'est trop compliqué, donc tu sors pas. La deuxième configuration où c'est compliqué, c'est si c'est un manga qui est tiré d'une autre œuvre.
par exemple un manga tiré d'un film, ou un manga tiré d'un dessin animé, ou un manga qui est tiré d'un jeu vidéo, parce qu'à ce moment-là, le propriétaire des droits intellectuels, ça va pas forcément être l'auteur, mais plutôt le conglomérat qui a monté comment dire, la licence de laquelle est tiré le manga. Par exemple, il existe au Japon un manga de Terminator 3 qui n'est jamais sorti en dehors du Japon. Tu vois, c'est parce que c'est trop compliqué. Donc ça On peut aurait être... aimé le voir quand même. Pardon ? On aurait aimé le voir. Bah, juste il est pas mal en plus. Hein. Moi, je m'étais renseigné. Bon, c'était il y a 15 ans, mais je m'étais renseigné et on m'a dit ouais, non, tu vas te fatiguer pour rien. Donc voilà. Par exemple, tu vois, il y a un manga là, un manga du Mandalorian qui vient de sortir. Ben, c'est pas les Japonais qui te le vendent. Il faut passer par Disney. Voilà. Donc si le manga est tiré d'une licence, il faut être sûr que la licence soit accessible et que les gens soient d'accord ou qu'ils n'aient pas trop la flemme de te laisser le sortir à l'étranger, par exemple. Et enfin, ça, c'est des problèmes que tu t'imposes, enfin des problèmes, c'est des choses que tu t'imposes à toi-même. C'est par exemple les mangas, on va dire, par exemple, historiques ou politiques qui ne sont pas, comment dire, publiables en France, tout simplement. Qui auront du mal à toucher un public, tu veux dire? Non, je veux dire qu'ils sont Non, pas, c'est pas tu du vois, tout par exemple, publiable des aussi, mangas d'histoire, enfin, on appelle ça du révisionnisme, par exemple, Ah, tu vois, ok. des mangas d'histoire faux, des mangas de propagande, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pareil, tu peux pas les sortir en France parce que c'est pas intéressant, ça va poser problème. En plus de ça, en tant qu'éditeur, tu as une certaine responsabilité de ce que tu mets entre les mains des gens. Donc voilà, le problème de contenu, c'est quelque chose qui peut aussi arriver. Alors, on va en répondre. Je vais une question par rapport à ça. Encore une fois, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On y répond. Et il y a la deuxième question, on n'a pas répondu, qui était La deuxième question, c'est comment ça se passe entre les différents éditeurs français quand ils veulent acheter donc une licence et comment ça se passe la concurrence entre ces éditeurs-là. Pardon. Comment ça se passe? C'est très simple. Hein. Si vous avez fait une école de commerce ou quoi, vous savez ce que c'est qu'un appel d'offres. C'est exactement comme quand le gouvernement dit il faut refaire l'autoroute. Il y a 4 sociétés qui disent moi je vais mettre du béton, moi je vais mettre du goudron, moi je vais faire ça. Et puis après, et moi je vous le fais pourtant, moi je vous le fais pourtant. Et puis on dit c'est toi qui vas refaire la bretelle d'autoroute. Là pour les mangas c'est pareil. Il y a un nouveau manga de nouilles qui sort et c'est la mode des nouilles. Donc on se dit tout le monde, Pika, Glénat, Kana, tout le monde dit il faut absolument qu'on sorte ce manga en France. Et on dit moi je vous donne tant d'argent et puis vous me laissez sortir ce manga en France. Puis on dit moi je vous donne tant d'argent et en plus de ça je vais voir le chef Etchebest et on va faire une collaboration, un menu de nouilles spécial machin. Et un autre qui dit moi je fais venir l'auteur à Japan Expo et on fait une caravane nouilles qui fait le tour de la France, etc. Et après, l'auteur regarde tout ce qu'on propose et puis il dit non, lui il a son histoire, ça me plaît. Non, moi je préfère ça. Mais lui il dit qu'il va faire des pubs dans les abribus, etc. Donc il choisit un peu sur plan ce qu'on lui propose. Et c'est pas forcément celui qui met le plus d'argent. Ça peut être aussi celui qui propose un projet éditorial plus intéressant. voilà un peu comment ça se passe. De toute façon, c'est un appel d'offres et à chaque fois, chacun met les propositions. Oui, Et c'est au un appel final, d'offres tout simple. Il n'y a pas de tour de magie, Non. tu vois. Et donc pour revenir à ça, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale chez Kurokawa? Une ligne éditoriale. Ouais. Écoute, Kurokawa, c'est une société qui a été, c'est une marque qui a été fondée par Editis, par le pôle Univers Poche d'Editis, donc les gens qui s'occupaient des livres de poche, donc Pocket, 10-18, etc. En 2004-2005. Et à l'époque, l'idée, c'était de faire ce qu'on appelle, c'est pas un très beau mot, mais ce qu'on appelle du mass market, c'est-à-dire quelque chose de très grand public. Parce qu'à l'époque, Pocket cartonnait, notamment avec Le Seigneur des Anneaux, c'était le début de Marc Lévy, etc. Et il y avait vraiment une expansion du marché du poche vers le grand public. Et la volonté de la direction, c'était vraiment de faire des mangas qui pouvaient s'adresser à tout le monde. Parce qu'à l'époque, début des années 2000, le manga était
une grosse niche. Et donc Jean-Claude Dubos, donc le PDG de l'époque, se disait est-ce qu'on peut pas faire péter ce plafond de verre et mettre des mangas en supermarché, par exemple. C'était la vision, c'était le but qui s'était fixé. Et donc, quand j'ai été embauché pour monter Kurokawa, la première mission, c'était de trouver des mangas grand public. Alors, des mangas grand public, ça ne veut pas forcément dire des mangas qui sont tous numéro 1. Ça veut dire des mangas qui peuvent être lus par des gens qui ne lisent pas de manga. Par exemple, Les Vacances de Jésus-Bouddha. C'est un manga humoristique qui s'adresse au grand public, parce que tout le monde connaît Jésus, tout le monde connaît Bouddha, et même si tu lis pas de manga, c'est pas un manga qui a beaucoup de références. Tu vois, par exemple, si tu connais pas les SD, si tu connais pas, du gag, quoi. oui, voilà, Voilà, c'est du du gag, gag grand voilà, public. grand Il y a pas de Ouais. Tu n'as pas besoin de connaître la culture manga, de savoir qu'il y a des super pouvoirs, des tournois, etc. Enfin, si tu connais rien en shonen manga, ce qui représente quand même plus de 70% des ventes en France, tu peux lire Jésus et Bouddha comme tu lirais un roman graphique. Donc c'est ça la ligne éditoriale, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui est à grand public, en fait. Et c'est un peu ça qui définit aussi l'offre. Quand vous allez voir aussi, quand je reviens à la question tout à l'heure qui a été posée, pour la concurrence, est-ce que c'est aussi une ligne que vous imposez? Qu'on s'impose, je vais être très franc avec toi, hein, on est quand même assez libre de nos choix et ce qui compte, c'est surtout qu'on publie des trucs qui nous plaisent. Mais c'est-à-dire que le propre de l'éditeur, c'est justement savoir garder un certain recul, et dire ok, ça me plaît, mais ça se vendra pas. Donc est-ce que je le fais quand même ou pas? Est-ce que je suis à l'équilibre ou pas? Parce que au-delà du manga, le métier d'éditeur, mais dans toutes les maisons d'édition, hein, que ce soit pour du roman, pour de la BD, pour de la non-fiction, etc. Chez toutes les maisons d'édition, tu as un ou deux gros titres qui sont des gros cartons et qui font vivre tout le reste. La base du métier d'éditeur, c'est de sortir 10 bouquins et il y en a un qui cartonne et il paye pour les 9 autres qui n'ont pas marché. L'édition de base, enfin le monde de l'édition, c'est juste une librairie, c'est plein de super livres qui se vendent pas en fait. Donc quand tu Derrière les Warfond, oui. bah oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça, chers amis libraires, hein, voilà. Donc pour un Marc Lévy, il y a 150 trucs qui font moins de 10 exemplaires, quoi. Et c'est grâce à Marc Lévy que tous les autres peuvent exister. Donc c'est comme ça que par exemple, le plus gros carton de Kurokawa l'année dernière, c'est Spy Family. C'est grâce à Spy Family, c'est grâce à des succès comme Spy Family que tu peux sortir des mangas un petit peu plus expérimentaux, comme Blue Flag, par exemple. On a de la chance, Blue Flag, c'est un carton. Mais Blue Flag, malgré tout, c'est un manga un peu risqué quand même. Ness était en train de dire quoi? Parce que Ness a traduit Blue Flag, du coup. Oui, et puis c'est donner sa chance à des choses que les gens n'iraient pas voir d'eux-mêmes si on les tannait pas pour, tu vois. Et Blue Flag n'a pas méga bien marché au départ, par exemple. Il s'est installé avec le temps. Oui, la communauté s'en est emparée, voilà. et il y a eu Merci, beaucoup de la bouche à communauté. oreille, etc. Mais c'était le but aussi. C'est de faire connaître des. Enfin, tu vois, il n'y a pas que la bagarre dans la vie non plus. Donc, Ness, pour ceux qui ne connaissent pas Blue Flag, est-ce que tu peux pitcher rapidement ce que c'est Blue Flag? Et après, j'ai vu que tu avais une Je suis question. très mauvaise en pitchage. c'est un triangle amoureux à 4 coins. moi, je dirais. C'est l'histoire de 4 adolescents qui arrivent en terminale, et dont 2 garçons, 2 filles. Les garçons étaient amis au collège, ils se sont un peu séparés. Il y en a un qui est un grand sportif beau gosse, l'autre qui est un petit geek. Et donc, la vie a fait, on va dire, que leur amitié s'étiole un peu. Et arrivé en terminale, il y a une fille, donc une des 2 nanas, qui va vers le petit geek. Désolée, hein, essayez de vous rappeler tout ce que je vous dis. Pour lui dire, je sais que le grand beau gosse s'appelle Thomas, je sais que tu étais amie avec Thomas, je suis amoureuse de lui, aide-moi à le conquérir. Et à partir de là, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié entre ces 4 personnes.
En fait, ce qui est super intéressant dans ce manga, au-delà des histoires d'amour, c'est que ce sont 4 personnages donc, qui arrivent à un moment charnière de leur vie en terminale. Il faut qu'ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont faire à la fac. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour, c'est quoi la famille, est-ce que je dois suivre ce que me dit de faire mon frère et où est-ce que je dois... j'ai pas envie de faire d'études, je veux bosser. Ah tiens, j'ai des sentiments pour telle personne, mais est-ce que c'est acceptable parce qu'en fait je suis un garçon et c'est un garçon et voilà, plein de choses comme ça, plein en fait de choses très très concrètes et décrites de manière vraiment très poétique et très belle Et en même temps très réaliste. Très réaliste, ouais. Franchement, moi c'est un des mangas, je crois même que c'est le manga que j'ai préféré traduire. Voilà. C'est le manga coup de cœur de Ness. Tu avais une question? Est-ce que les mangaka ils s'intéressent justement avec qui ils sont édités à l'étranger ou pas du tout? Alors ça dépend. Aujourd'hui, il y a tellement de mangas qui sont publiés qu'il y a Déjà, beaucoup... merci pour ta question. Ah pardon, excuse-moi. Non, je disais merci pour ta question. Alors il y en a qui s'en fichent, il y en a qui sont même pas au courant. Il y en a qui au contraire regardent beaucoup ce qui se passe à l'étranger. Et ça dépend de la personnalité de chacun en fait. On a des mangaka qui sont très contents de leur édition française, donc ils veulent être que chez nous. Il y a d'autres mangaka. Des fois, on les rencontre au Japon, ils disent « Ah, je suis publié en France, ah bah, je savais pas, ah, bah, ça fait plaisir. » Donc, il y en a qui s'y intéressent, d'autres pas. Enfin, c'est toutes les... On a tous les... Voilà, on a toutes les facettes, toutes les possibilités. Il y a même les mangaka qui nous offrent des exclus. C'est arrivé qu'on sorte des mangas en France avant le Japon, par exemple. Donc, c'est très très variable. Hein. Vraiment, l'intérêt des mangaka pour le marché étranger et pour la France en particulier varie vraiment d'une personne à l'autre. Pour certains, on est juste un chiffre en bas d'un fichier Excel tous les ans au moment où ils regardent combien il a vendu. Et puis pour d'autres, il veut toutes les semaines savoir alors, est-ce que ça va? Il va sur les réseaux sociaux avec Google Trad et puis il regarde ce que les gens en pensent et tout. Donc ça dépend vraiment, on a tous les profils. Ce qui est assez rigolo aussi à voir, c'est quand ils arrivent la première fois en France, ils font « Oh mon Dieu, il y a autant de personnes !» Et oui. Et ça, à chaque fois, même si au début, ils voyaient tous les chiffres, et là, en fait, quand ils arrivent en France, ils font « Ah oui, quand même, là, ça se quantifie vraiment en vue et en vision, quoi. » Donc ça, c'est marrant. Donc par rapport au mangaka et tout à l'heure on parlait de Blue Flag, on parlait un peu des mangas qui sont un peu de niche mais qui permettent aussi d'arriver de plus en plus en grandissant grâce à la communauté. Comment les séries elles sont proposées chez Kuro? Qui les propose? Est-ce que ça vient de Greg? Est-ce que Ness, toi tu en proposes? Est-ce que Paul aussi en propose, par exemple? Alors, comment ça se passe pour que... Bah, non, là, alors, on est où en équipe Paul, déjà, il a un talent, c'est que c'est la boussole qui indique le sud. C'est-à-dire que... Non, je suis méchant, c'est pas la boussole qui indique le sud. C'est la tête de Paul. Non, je pour ceux rigole. qui sont là. Non, ça c'est un super il s'est pouvoir. déconfit. Non, je plaisante. Non, en fait, Paul, c'est pas ça, le talent de Paul. Le talent de Paul, c'est en général de nous proposer des mangas qu'on a déjà achetés. C'est juste qu'on lui a pas dit. Il dit, ah, j'ai lu ce truc, ça a l'air pas mal et tout. Bah oui, il sort dans 2 ans. Ah d'accord. Donc, mais au moins, tu vois, il suit le truc. Non. Mais non, c'est pas méchant. Oui, non, parce que je précise pour les gens qui connaissent pas Paul. Paul travaille au commercial. Voilà, donc c'est lui qui organise tous les partenariats, etc. Donc son travail, c'est pas l'édito, c'est plutôt l'accompagnement de la mise en marché des livres. Il va organiser, par exemple, des partenariats avec des magasins Leclerc, comme aujourd'hui. Il va faire les opérations promo. C'est lui qui va, par exemple, créer les gourdes ou les éventails que vous avez pour l'achat d'un livre, etc. Donc son boulot, c'est pas l'édito, mais évidemment, il bosse chez nous aussi parce qu'il aime les mangas et donc il jette aussi un œil à ce qui se passe au Japon, aux États-Unis. Et des fois, ça lui arrive de nous dire hey, j'ai repéré un manga là qui vient de démarrer au Japon, ça a l'air pas mal. Et puis, en général, on est déjà dessus. Donc voilà, c'était une petite pique, voilà, sympathique. Voilà. Mais bon, non, c'est pas lui la boussole sud de l'équipe, vous inquiétez pas. Mais on en a une, hein, on a qui dit ah ça faudrait l'acheter, c'est génial. Oui, bah ça s'est arrêté, ça marchait pas. Mais du coup, c'est bien, on l'écoute et puis on fait le contraire. Et je dirais pas qui c'est, évidemment. Comme ça, tout le monde va se dire oh là là, Greg, il est méchant. Mais Me regarde pas. mais non, je te regarde pas, t'inquiète pas. Non, plus simplement, comment on choisit les mangas? On a un comité édito tous les 15 jours.
Donc chacun de son côté, on lit des bouquins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'éditeur de manga aussi, on reçoit tout ce qui existe au Japon. Parfois même avant que ça soit publié. Donc, avant, on recevait d'énormes caisses remplies de magazines. Aujourd'hui, c'est plus possible, empreinte carbone, tout ça. Donc, on a accès à des portails où on reçoit des fichiers PDF avec les magazines apparaître ou les mangas apparaître. Des fois, je reçois même des croquis. On me dit, ah tiens, il y a ce manga-là qui sort dans 3 mois, t'en penses quoi? Donc je reçois quelques gribouillis, et puis il faut juger déjà sur pièce. Tu reçois des Nemu ou Oui, je reçois vraiment- des Nemu. Ok, Ouais. ouais. Et, Alors, les Nemu, c'est les. bah, les C'est croquis, un en fait. storyboard, ouais, hein. storyboard C'est croquis, ouais. c'est les prototypes de manga. Donc Ouais. en gros, c'est comme des espèces de grosses patates avec des bulles. Et il faut essayer de deviner à peu près si le manga sera bien ou pas. Donc des fois, tu juges sur pièce. C'est des trucs très limités. Et donc, bref, on reçoit tous les magazines et on a accès à tout un tas d'informations et donc on les lit chacun de notre côté. Et tous les 15 jours, on se dit, ah bah moi j'ai lu ça. Et puis on a un chat interne au bureau où on se dit, moi par exemple, je repère un truc et je dis, bon, les amis, lisez ça pour la prochaine fois, etc. Et puis après, on en discute. On dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis il y a aussi des points de discussion qui sont très importants pour moi aujourd'hui, c'est d'être d'accord avec la société. Parce que comme je disais, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc avant, j'étais tout seul à sélectionner les titres. Il y avait Fabien, notre directeur artistique, qui regardait aussi, mais c'était principalement moi qui faisais ça. Et j'étais jeune, tu vois, j'ai commencé Kurokawa, j'avais 28 ans et tout, c'était vachement bien. Là, aujourd'hui, je m'approche de la cinquantaine. Et c'est... Déjà. Bah ouais, tu vois, ça Ah va ouais. vite. Hein. Et le truc, c'est que est-ce que moi, un homme de plus de 45 ans, je suis encore pertinent pour choisir des shoujo manga, par exemple? C'est bizarre, hein, un monsieur de 45 ans qui choisit ce que vont lire les petites filles, tu vois. Je t'explique, c'est juste que je me dis, ah bah ouais, tiens, les filles avec des robes, je dis n'importe quoi, mais genre, ah ouais, des filles avec des robes en forme de fraise, c'est génial, ça va plaire aux petites filles. Mais j'en sais rien, en fait, parce que je suis pas une petite Cette fille. année, c'est le kiwi qui est à la mode. Voilà, donc, tu vois. Donc, et ce qui est important, c'est que j'ai beau essayer de rester jeune dans ma tête, etc. La société, elle évolue très vite. Et aujourd'hui, je suis très content parce que l'équipe de Kurokawa a grossi pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, il y a notamment 3 jeunes filles dans l'équipe, et c'est super important parce que la société évolue assez vite. Et par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de présenter en comité un shoujo que j'avais lu, que j'avais trouvé sympa. Je fais, écoutez, j'ai lu ce shoujo, il est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, les filles de l'équipe qui ont entre 25 et 28 ans, elles disent, mais non, mais c'est une catastrophe, regarde, le mec, il est super toxique, et là, il fait du gaslighting, et là, il fait du machin, et là, il fait du mansplaining, et là, il fait tu vois, des trucs que moi, j'ai rien vu, tu vois. Moi, je dis, c'est juste une comédie où la meuf, elle est un peu, tu vois, où elle se fait un peu maltraiter, mais ça finit bien à la fin. Elle dit, non, pas du tout, c'est un mec toxique, regarde. Voilà. Et j'essaye, tu vois, mais c'est comme la société évolue plus rapidement que les individus, c'est important aussi d'avoir ce regard neuf. Et c'est pour ça que les comités de sélection sont importants. Parce que moi, quand je vois un manga, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme la concurrence est rude sur le shonen, tu as tendance aussi à regarder plutôt les seinen. Et c'est vrai que moi, notamment le regard féminin aujourd'hui est très important parce que tu vas avoir un manga de bagarre qui est vachement bien. Ouais, mais regarde, là, comment il traite les filles, c'est pas bien. Et là, la scène où elle se fait arracher ses vêtements, c'est pas terrible en 2023, etc. Donc, ça permet chacun. Alors, c'est un exemple très précis que je donne, mais ça permet d'avoir le regard de chacun. Mais au-delà d'avoir le regard de chacun, ce qui est cool avec ces réunions, c'est qu'il n'y a plus que toi qui propose, c'est que tous, on est quoi, 5-6 et tu es peut-être le seul mec d'ailleurs. Oui, mais au Il y a market, moyen. au market et au commercial, ils se battent aussi des fois Et, pour avoir des mecs en slip qui se tapent dessus, tu vois. On propose tous des choses et on argumente et on discute entre nous. Et les anciens comme Greg nous disent non, alors toi qui as commencé il y a 1 an, arrête de dire n'importe quoi. Non, il ne parle pas comme ça, c'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, des fois, je propose des trucs que je trouve mais dingues. Et puis là, on me dit ah oui, mais ça, c'est ton style. C'est ce que t'aimes. C'est ce que tu lis toute seule dans ton coin. Personne ne va l'acheter. Donc Mais toi, toi, c'est compliqué. Parce mais que moi, j'avais des trucs chelous aussi. Voilà, mais t'aimes les comédies romantiques de voyous, par Ah, exemple. j'adore. Tu vois, c'est des trucs très précis. J'adore. Ah bah ouais. Mais c'est de la niche. Non, en fait, ce qui est compliqué quand on est éditeur, c'est de
de faire la différence entre ce qu'on aime, ce qui va plaire, ce qui pourrait plaire, ce qui nous plairait pas forcément, mais qu'on trouve d'une bonne qualité, et ce qui sera compris ou pas par le public. Enfin, il y a tout un gros diagramme à faire avec ces différents facteurs pour essayer de tomber juste. En fait, c'est avoir un avis, enfin, tout en gardant de la subjectivité, parce que comme disait Greg tout à l'heure, on sort des trucs parce qu'on les aime, mais il faut aussi avoir un regard objectif en disant c'est pas parce que moi j'aime pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas mon truc, quoi. Et moi, ce que j'adore dans ces réunions, c'est que avec son, enfin voilà, moi je débute et avec son expérience, Greg, j'apprends énormément parce qu'il me dit bah voilà pourquoi ça, c'est ce manga est bien, voilà pourquoi ça il faudrait plutôt le sortir à telle date, voilà, c'est une super expérience en tout cas. On va continuer juste après la question de Twitch. Oui, la question c'est est-ce que les éditeurs japonais vous imposent de garder des éléments lors de la traduction? C'est-à-dire le cahier des charges que tu reçois lors d'une traduction, est-ce qu'il y a des éléments à garder? Est-ce qu'il y a Oui, sur la bien traduction de prénoms, etc. Par exemple, les noms. Ah bah ça dépend, non, ça dépend. Ça dépend du manga. Ça dépend du manga. Il y a des mangas sur lesquels on est très libre et des mangas sur lesquels on est hyper surveillé. Déjà, les mangas de licence, c'est-à-dire Pokémon, Inazuma Eleven, c'est hyper précis. Pokémon, ouais, tout est relu par la Pokémon Company. Ils valident la traduction à chaque étape. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit Il y a des termes qu'on n'a pas le droit Il y a des d'utiliser. termes que tu n'as pas le droit d'utiliser, il y a des phrases que tu dois reprendre exactement du jeu vidéo. Tu vois, par exemple, un des premiers tomes de Pokémon qu'on sort, il nous retoque la traduction parce que tu as un héros, tu as le héros qui dit ah regardez ils se sont enfuis dans ce bâtiment. Et ils nous disent non, c'est pas un bâtiment, c'est un immeuble. Je dis mais pourquoi? Fait parce que regardez, dans le jeu vidéo, ils disent pas bâtiment, ils disent immeuble. Tu vois, donc en fait, tu es obligé de reprendre des termes et des expressions qui existent. Pareil, les Pokémon, ils ont une orthographe très précise, tu as des règles de grammaire très précises pour Pokémon. Pokémon, c'est un nom déposé. Donc tu ne l'accordes pas. Donc par exemple, des Pokémon, tu ne mets pas de S. Des Pikachu, tu ne mets pas de S. Par contre, des créatures, tu mets un S forcément. Par exemple. Et après, tu as... Alors, comme c'est la langue française et que c'est amusant, tu as des exceptions. Donc des Pokéballs, à ton avis, on met un S ou on met pas de S? On met un S. Bah oui, parce que Poké, c'est des mais pas Ball, parce que Poké et Ball, c'est détaché. Voilà. Ah, il Ouais, y a des règles comme ça. Hein, et des fois, on en découvre 10 ans après. Hein, donc voilà, la traduction, c'est compliqué. Après, si on sort des licences et qu'on prend juste des mangas, on va dire, qui existent par eux-mêmes, ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Par exemple, là, on a un manga qui va sortir en 2025, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, pourquoi, etc. Mais c'est un manga dans lequel un personnage écrit c'est basé un peu sur la correspondance, donc les personnages s'écrivent des lettres, et ils s'écrivent des lettres dans différentes langues. Et l'éditeur nous a spécifiquement demandé de ne pas traduire les lettres. Enfin, de ne pas les traduire dans le graphisme. Dans le manga, en fait. Il faut mettre une note pour dire ce qu'il y a dans la lettre, mais il faut laisser dans le dessin la langue telle qu'elle, quoi. Et on pense que c'est parce que la manière dont les lettres sont graphologie, présentées aura une importance dans l'histoire. Okay. Mais comme le manga vient de démarrer, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, on nous a dit non, les lettres, vous y touchez pas. Pour ce qui est des noms, des termes d'attaque, des choses comme ça, quand voilà, comme pour les Pokémon, quand c'est quelque chose qui est adapté d'un jeu vidéo, bah, évidemment, l'entreprise japonaise, que ce soit celle qui fait le jeu vidéo ou celle qui sort le manga, nous envoie ce qu'on appelle une Bible avec les termes et comment il faut les écrire. Et quand il y a quelque chose qu'on fait nous complètement, c'est-à-dire qui est adapté de rien du tout, là c'est nous qui écrivons notre Bible. Et par exemple, quand le manga sort avant l'animé, souvent on communique avec les plateformes qui vont sortir l'animé, on leur envoie notre Bible pour que ce soit cohérent, quoi, des choses comme ça. L'inverse aussi est vrai, quand l'anime sort, eux ils sortent la Bible. Et quand du l'anime coup, sort, il vaut mieux être fidèle à l'animé parce que les gens connaissent ça d'abord pour garder une cohérence, pour pas que les gens c'est une histoire de non, peut-être pas. c'est une histoire de chronologie. C'est le premier qui sort qui a raison, en fait. Moi, je vois, par exemple, pour One Punch Man,
Le manga est sorti en janvier et l'animé avait été diffusé de octobre à décembre. Donc c'est l'animé qui est sorti avant le manga, mais on avait traduit le manga en avance pour que les termes soient pareils. Donc en gros, et aujourd'hui le manga a rattrapé et dépassé l'animé de très très loin. Et on continue comme ça, parce que One Punch Man c'est très particulier, tous les noms des personnages sont des jeux de mots, etc. Donc il y a vraiment un effort de traduction qui est très particulier sur One Punch Man. Donc c'est vos jeux de mots à vous qui sont au prix. Alors en fait, Enfin les noms en tout cas, les noms. Au début on discutait avec ADN quand c'était eux qui avaient la main, et maintenant qu'on les a dépassés, c'est nous qui leur donnons. Mais en fait pour One Punch Man, ce qu'on a fait, c'est c'est tellement complexe One Punch Man, on a créé une mailing list où donc il y a 5 ou 6 personnes d'ADN et de Kurokawa, dont le traducteur du manga. Et en fait, quand je reçois la traduction du nouveau tome, on fait la liste de tous les nouveaux personnages, de tous les nouveaux coups qui apparaissent, et on met la traduction du traducteur, et on met d'autres propositions si on a d'autres idées, etc., pour être le plus drôle et le plus fidèle possible à chaque fois. Et donc, on fait un échange comme ça entre Kurokawa et ADN. Mais c'est vraiment parce que One Punch Man... tous les noms des personnages sont très particuliers. La plupart du temps, tu ne traduis pas les noms des personnages, mais là, il fallait que l'expérience reste la même dans chaque langue du monde. Voilà. Oui, il faut que ça soit cohérent, quoi, sur toute la planète, quoi. Je regarde s'il y a des questions en même temps. Ok. Alors, je pose une autre question. C'est une question qu'on a souvent. On achète une licence et il y a beaucoup de temps entre l'achat d'un titre et qu'il apparaisse en tome relié. Et du coup, comment ça se passe entre l'achat de la licence et le temps que ça arrive en relié? Il y a déjà des contrats? Alors oui, dans l'ordre, donc tu as les contrats d'édition qui arrivent. Une fois que les contrats sont signés et payés, parce que l'argent c'est important aussi, tu vas commencer à recevoir ce qu'on appelle les données. Donc ça veut dire en fait les dessins bruts du manga pour pouvoir le modifier et l'imprimer. Donc à partir de là, tu lances la traduction du livre, tu lances aussi l'adaptation graphique. Donc ça veut dire qu'il faut effacer toutes les bulles, mettre du français dedans. Pour les onomatopées, soit il faut les redessiner, soit il faut les sous-titrer. Et tu commences... Ça, c'est quoi? Pour les onomatopées, c'est un choix ou c'est aussi une demande? Comment ça se passe pour les onomatopées? Ça dépend des éditeurs, ça dépend des œuvres, ça dépend de la manière dont les mangas sont conçus aussi. C'est-à-dire que par exemple, l'auteur de Vinland Saga est très attentif au marché international. Donc par exemple, ça a été le premier auteur de manga à mettre ses onomatopées sur un calque séparé. Donc on n'a jamais eu besoin de les redessiner ou de quoi que ce soit. Tu arrives, le manga est vierge. Il y a juste les dessins et puis tu n'as plus qu'à remettre. Et pareil, il nous a toujours dit qu'il faisait très attention à faire des bulles homothétiques qui étaient aussi larges que hautes pour que ça marche dans toutes les langues du monde. Oui, il a pris ça en compte. Ouais. Non, mais c'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. C'est-à-dire que tu ne peux pas signer un manga en janvier et te dire je le sors en mars. C'est pas possible parce que il y a toute une partie du métier que les gens ne connaissent pas, c'est la prospection et la distribution. C'est-à-dire qu'entre le moment où nous, on va faire un manga et le moment où il est au rayon chez Leclerc, il va se passer plusieurs mois. C'est-à-dire que la manière dont les livres sont acheminés dans les librairies, c'est assez étonnant, mais ça reste très à l'ancienne. C'est-à-dire que, par exemple... donc les mangas Kurokawa sont distribués par une société qui est la plus grosse société de distribution de livres en France, qui s'appelle Interforum. Donc c'est Interforum qui distribue par exemple Kurokawa, Kyun et Akata. Voilà. Et cette société possède des équipes de représentants de commerce qu'on appelle entre nous les représ. Voilà. Et donc ils sont spécialisés. Donc il y a les représ qui font la fiction, les représ qui font les romans, les représ qui font les livres jeunesse, etc., etc. Et donc nous, notre équipe, c'est ceux qui font BD jeunesse illustrés. Donc il faut à la fois les livres pour la jeunesse, et ils font tous les livres illustrés, donc aussi bien les mangas que la BD, que les comics et les livres d'images pour enfants. Et donc cette équipe-là, il y a
plusieurs représ par département. Donc il y en a dans tous les départements, hein. Donc il y en a 2 qui s'occupent pour la région, il y en a 1 ou 2 qui s'occupent de la région bordelaise par exemple. Et ces gens-là, tous les 2 ou 3 mois, ils remontent tous à Paris. Et je vais les briefer et je vais leur dire, voilà, par exemple là, on est au mois de juillet et je leur explique ce qui va sortir au mois de novembre et décembre. Je leur dis, voilà, en novembre 2023, chez Kurokawa, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. En décembre, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Ils prennent des notes. Après, ils repartent chacun dans leur région et ils vont faire le tour de toutes les librairies du coin. Donc le repré d'Interforum va venir ici chez Leclerc, il va voir la responsable du rayon manga, et il va lui dire, là on est le 1er juillet, mais il va lui dire, voilà, en novembre et en décembre, il y a tel manga, tel manga, tel manga qui sort, et il va lui donner les infos pour faire en sorte qu'elle en commande un maximum. Par exemple, il va lui dire, alors ouais, sache que la saison 2 de Spy Family, elle arrive en octobre, donc il faut que tu blindes les commandes de Spy Family, parce que les ventes, elles vont remonter, pareil pour Goblin Slayer, etc. Et donc elle prépare ses commandes comme ça, avec plusieurs mois d'avance. Ce qui fait qu'au final, dans le métier du livre, tu as très peu de souplesse. Entre le moment où tu dis je sors un bouquin et le moment où le bouquin sort, entre la traduction, l'impression et surtout la distribution, il y a minimum 5-6 mois. Et c'est un minimum. C'est vraiment quand tu es hyper speed, c'est compliqué de sortir à moins de 6 mois. Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi, il y a tout aussi, la validation aussi. Enfin, il y a tout un bloc qui est plus Oui, important, après, quoi. il y a tout ce qui se passe en coulisses, Voilà. du côté de on crée la couverture, on l'envoie au Japon, les Japonais Ouais. la trouvent moche, on la recommence, etc. Et il y a etc. aussi le choix du titre. Par exemple, pour Tsugai, Mm. en japonais, c'est Yumi no Tsugai. Et en français, c'est devenu Tsugai. Du coup, c'est aussi un choix éditorial, hein. Ah oui, alors les titres de manga, c'est encore autre chose. Avant, les titres, on faisait un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, comme il y a une prise de conscience du marché international de plus en plus importante, en général, les éditeurs au Japon aujourd'hui ont assez souvent déjà une idée de comment le manga devra s'appeler à l'international. Mais parfois, quand tu sors le manga très très tôt, ils n'ont pas encore cette idée-là. Et donc, c'est pour ça que parfois, tu te retrouves avec des titres en français et parfois, tu te retrouves avec des titres en anglais. C'est quelque chose que vous parlez en comité éditorial? Oui, voilà. Le Parce choix que, des titres, ouais. le choix des titres aussi, c'est important, tu vois. Un titre comme On a Oshinoko, bien par exemple. brainstormé Voilà. récemment. Voilà. Par exemple, un titre comme Oshinoko. Oshinoko, c'est un titre qui est bourré de jeux de mots. Et il a 3 sens, en fait, ce titre. Et donc, on s'est pris la tête, comment on l'appelle, parce que Oshinoko, le sens premier en japonais, c'est la personne que je soutiens, mais dans le sens, par exemple, dans un boys band, il y a 6 personnes, Oshinoko, c'est mon préféré. Si tu traduisais en anglais, ce serait mon stan, en fait. Donc Oshinoko, ça se traduit par stan. Pour les fans de K-pop, hein, vous savez ce que c'est qu'un stan. Voilà. Donc Oshinoko, tu peux le traduire par stan, tout simplement. Mais Oshinoko, c'est aussi un jeu de mots parce que c'est les enfants de l'étoile, les enfants de la star. Parce que l'histoire d'Oshinoko, c'est 2 enfants qui sont les enfants cachés d'une superstar. Et tu as un 3e sens caché que je ne peux pas vous donner parce que sinon ça spoil le titre. Mais en tout cas, voilà. Et donc on s'est dit comment on l'appelle, tu vois, est-ce qu'on l'appelle Graine de Star, enfin, et au final, on s'est dit non, c'est trop compliqué, on l'appelle Oshinoko. De toute façon, aujourd'hui, les gens sont habitués aux sonorités japonaises. On le garde Oshinoko. Surtout que Graine de Star, c'était une émission sur M6 il y a très longtemps. Oui, alors ça, Il c'est aurait fallu payer des droits, ça se trouve. non, mais ça c'est une rêve de vieux. Mais, Mais oui, il y a mais non, mais tu vois, Oshinoko, tu peux le traduire par graine de star, ça marche. Ouais. Mais on s'est dit, tu perds une partie du sens, et puis ça marchait pas. Donc on a laissé Oshinoko, et puis ça marche très bien, et les gens l'appellent Oshinoko. Mais tu vois, par exemple, My Happy Mariage, on s'est bien pris la tête. Parce qu'en japonais, c'est Watashi no Shiawase na Kekkon, donc ça veut dire mon mariage heureux. Ça faisait un peu gnangnan. Voilà, on s'est dit on va l'appeler mariage heureux, tu vois. Mais mariage heureux, ça fait un peu faire par cucu, tu vois. Donc on était un peu embêtés. On s'est dit comment est-ce qu'on l'appelle, mon mariage heureux, joyeuse noces. Enfin, tu vois, mais tu fais du brainstorm en fait. Tu réfléchis par arborescence, etc. Et puis au final, on a appris que l'animé arrivait. Et qu'il est arrivé, et qu'il allait frapper très fort sur Netflix, etc. Et que le titre international, ça allait être My Happy Mariage. Donc on a dit, on va rester dans le sillage et on va prendre le titre international qui est My Happy Mariage, enfin My Happy Marriage en anglais, en fluent. Voilà, donc My Happy Mariage, comme un bon français.
Et on a décidé de garder ce titre. Et c'est compliqué les titres, hein, parce que des fois, tu vois, par exemple, moi quand je me réincarne en slime, on a décidé de l'appeler comme ça à une époque où déjà il n'y avait pas d'isekai avec des titres un peu chelous qui sortaient en français, il n'y avait pas non plus de projet d'animé, etc. Mais en fait, ce qui fonctionne avec moi quand je me réincarne en slime dans le titre japonais, c'est que justement le titre reprend une manière de s'exprimer un peu tirée des mèmes internet. Tensei Shitara Slime Dattaken, ça veut dire la fois où je me suis réincarné et en vrai j'étais un slime, tu vois. Mais c'est c'est le propre justement des mangas tirés de light novel d'avoir des titres très très longs. Ouais, c'est des phrases à chaque fois. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc du coup, j'ai essayé de chercher un titre qui reprenait qui reprenait un mème. Alors, c'était déjà il y a 5-6 ans, les mèmes ça évolue très vite, mais c'était genre moi en mode ceci, c'était des photos, tu mettais une photo de toi comme ça, genre, moi quand je révise, tu vois, c'était ça. Et donc j'ai fait moi quand je me réincarne en slime. Et donc ça a été validé au Japon, ils ont trouvé ça super bien. Et parce qu'en fait il y avait un titre international déjà qui s'appelait c'était quoi, c'est Regarding Being Reincarnated. Enfin, en fait, c'était de l'anglais. C'est de l'anglais cassé. Hein, Mais c'était de l'anglais c'est- et japonais. Donc c'était de l'anglais qui n'était pas juste grammaticalement. Tu vois, c'est ce que les Américains appellent du Japlish, du Japanese English. Et c'était de l'anglais faux, quoi. C'était, c'est comme, tu sais, c'est comme les fringues là qui s'appellent comme ça du mode. C'est une marque japonaise qui s'appelle comme ça du mode. Bon, eux ils trouvent ça très classe parce que ça sonne français, mais enfin, nous on se dit, enfin, c'est bizarre. Et donc, Le framponnet. bref, c'est comme ça qu'on a choisi le titre Moi quand je me réincarne en slime. Et on bosse souvent sur les titres pour les mettre en français, parce que c'est plus simple. Mais le plus souvent, s'il y a déjà un dessin animé ou une exploitation multimédia, on va suivre le titre anglais. Et donc, vu que tu suis les différents titres, vu que vous suivez aussi les différents titres, il y a aussi le choix du traducteur. Comment est-ce qu'on choisit un traducteur sur un tel titre? Et aussi, comme on a dit tout à l'heure sur Blue Flag, il peut y avoir des difficultés aussi sur une traduction ou des facilités. Mais comment on choisit un traducteur pour tel ou tel titre? Et comment ça se passe pour la traduction des premiers chapitres, on va dire? Eh bien, Pour c'est donner envie. c'est très stressant de choisir un traducteur. C'est une responsabilité immense. Je m'y habitue à peine. Bah, en fait, Parce que c'est grâce au traducteur que la plupart des personnes qui sont là lisent les Mm. mangas. bah, on voit qui on a dans notre pool de traducteurs, qui a traduit quoi et qui a plus d'affinité avec quoi. Et quand il y en a qui sont multitâches, on leur demande, voilà, on lui dit bah tiens, j'ai pensé à toi pour ce manga. Bon, ça reste entre nous. Je t'envoie quelques pages. Dis-moi si ça te plaît. Est-ce que tu sens, etc. Et on a des traducteurs qui ont vraiment une prédilection pour le shoujo, par exemple. Moi, j'adore le shonen et je comprends pas qu'on puisse vouloir traduire du shoujo, par exemple. Je suis là, quoi, t'es sûr? Oui, moi je veux du shoujo. Bon, bah, je te filerai du shoujo. Voilà. Il y en a qui préfèrent le seinen. Il y a aussi une question d'âge. Un traducteur plus jeune aura peut-être beaucoup plus de facilité avec du langage de shonen, justement, de shoujo de jeunes. Il y en a qui adorent l'histoire et qui préfèrent bosser sur des mangas historiques. Et puis, Il y a des affinités aussi. ouais, c'est ça. Et quand on n'a aucune idée, qu'on n'a personne et que tout le monde est booké, ben, on fait passer des tests, on embauche de nouvelles personnes et on voit la traduction qui est la plus, j'allais dire la plus réelle, mais c'est pas ça, mais La plus proche. la plus proche, La la plus traduction pertinente. la plus pertinente, ouais, la plus, celle qui a l'air la plus fluide et naturelle possible, et tu prends cette personne, quoi. Est-ce que c'est un peu long ou pas à choisir, ou à chaque fois c'est le... Pour les nouveaux recrutements ou... Ouais, pour aussi bien pour les nouveaux recrutements, ou même pour des Bah, titres, pour, par exemple pour Oshinoko, qui est quand même un truc sur le showbiz, Alors, qui est hyper compliqué. Enfin, là, je peux pas compliqué. répondre, Ah c'est bah, Greg qui va Oshun, répondre. En fait, Oshinoko, j'ai justement décidé de le donner à Nesrine parce que c'est un manga qui est très subtil dans son langage, parce qu'il y a beaucoup de jeux de pouvoir, de jeux psychologiques, d'emprise, etc. Et comme Nesrine avait fait un super boulot sur Blue Flag, bah, du coup, je lui ai proposé de faire Oshinoko, qui lui aussi est très subtil dans la manière dont les personnages s'expriment, en fait. Et comme c'est quelque chose sur lequel elle est bonne, bah, je me suis dit, bah voilà, Nesrine, Oshinoko. Merci.
Voilà. Euh, Et alors, j'ai juste un truc, parce qu'on parle beaucoup de traduction de manga, etc. Il y a des chiffres qui sont tombés là en fin de semaine. Le japonais, on dirait pas comme ça, mais dans l'industrie de l'édition en France, le japonais est la deuxième langue la plus traduite. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les. Est-ce que je me tourne vers mes amis libraires? Est-ce qu'ils étaient au courant? Non, ils n'avaient pas l'air au courant. Dans tous les livres qui sont publiés en France, la majorité des livres publiés en France sont écrits en langue française. Mais si on prend tous les livres publiés en France depuis une langue étrangère, on a 60% des livres publiés en France qui sont traduits de l'anglais. Hors livres français, je parle. 60% des livres publiés en France sont traduits de l'anglais, et ensuite on a 19% des livres publiés en France qui sont traduits du japonais. Ah oui, on voit Et après, tu as allemand, espagnol, etc., qui sont à 5-6% chacun. Oui, mais c'est l'omniprésence du manga, parce que tu sors une série de 10 tomes, les 10 tomes correspondent à 10 livres, donc forcément, tout de suite, tu as beaucoup plus de volume. Voilà. À One Piece, t'as 100, oui, voilà. t'as 100 et quelques, quoi. C'est ça, exactement. Mais oui, en proportion, c'est regarde, l'année dernière, il y a entre 2800 et 3000 mangas qui sont sortis en France, tu vois, donc ça fait tout de suite beaucoup de livres traduits du japonais. C'est assez incroyable. Donc du coup, les gens peuvent se dire aussi, mais c'est peut-être un métier d'avenir de traduire des mangas. Alors on espère que ça continue comme ça, mais moi je dis toujours aux gens, si vous faites des études de japonais, faites des études de japonais plus autre chose. Japonais plus éco, japonais plus sociaux, japonais plus marketing. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. Si vous faites que japonais, vous pourrez être que traducteur ou prof de japonais. Ou interprète. Voilà. Alors que, tu vois, le combo gagnant, par exemple, si les gens rêvent de bosser au Japon, petit tips, pour les gens qui rêvent de bosser au Japon, le bon combo, c'est apprenez le japonais et ingénieur du son. Parce que l'industrie de la musique au Japon, je ne sais pas pourquoi, ils adorent les arrangeurs français. Ils veulent arranger tous leurs albums par des Français. Non, mais rigole pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que... Mais elle rigole parce que son mari est ingénieur du son. Oui, mais il parle pas japonais, je suis dégoûtée, quoi. Donc, on peut pas aller vivre au Japon à cause de lui. On est bon. On est vraiment bon. Oui. On s'est demandé tout, partout. Et même de plus en plus en vidéo, c'est demandé aussi. Oui. On est bon dedans. Et qu'est-ce qu'on veut? Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le Twitch? Oui, une question. Vas-y. Il y a une question sur les collabs autour des licences, c'est-à-dire lorsqu'il y a des collabs pour faire des vêtements ou même des adaptations animées, comment ça se passe entre les licenciés pour s'organiser? À quel point on est impliqué dedans ou pas? Voilà. Alors là, on quitte le monde du manga et on rentre dans le monde de la licence. En général, les licences, je parle des grosses licences, comme Pokémon, comme Star Wars, comme Hello Kitty, etc. En général, on va avoir une société qui détient les droits de la licence et qui va en fait licencier à chacun un petit truc. Alors le manga, on est toujours un peu à part parce que le manga est tiré de l'œuvre originale, mais on vient du Japon, on n'a pas suivi le canal normal, on va dire. Mais je prends l'exemple de Pokémon. Donc par exemple, pour Pokémon, la licence est gérée par une société qui s'appelle la Pokémon Company. Et la Pokémon Company, par exemple, elle va dire Célio, tiens, t'as les t-shirts. Bandai, tiens, t'as les figurines. Il va dire Baccarat, tiens, t'as les diamants. Parce que oui, il y a des Pikachu en cristal là, qui sont sortis, qui coûtent très cher, mais qui sont très beaux. Et ils vont dire toi, alors je sais plus que c'est, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est Reebok qui a fait des chaussures Pokémon, etc. Et donc, en gros, une fois par an, il y a un salon de la licence et chaque licencié va regrouper ses clients. Donc, par exemple, Pokémon va dire à tous ses licenciés, donc il va réunir à la fois Célio, Reebok, McDo par exemple, parce que McDo aussi il fait des menus Pokémon, ils vont réunir tout le monde et vont dire voilà, de telle date à telle date, en 2025, on prévoit ça. Donc Pokémon, en 2025, en février, il va se passer ça, les temps forts de Pokémon c'est ça, le jeu vidéo il sortira à telle date, etc. etc. Donc voilà les temps forts de l'année Pokémon, donc à vous de placer un peu vos OPSP quand vous voulez, quoi. Et donc, du coup, Célio, il se dit, tiens, s'il y a un truc spécial Pokémon à cette époque-là, moi, je vais mettre mes nouveaux t-shirts là. Et peut-être que Reebok va dire, moi, alors, je vais sortir ma basket ici parce que j'ai envie d'être là où il n'y a personne d'autre, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, les licenciés fonctionnent. Et nous, en général, quand on a la chance d'avoir
un manga qui est tiré d'une licence ou qui est la base d'une licence aussi, on s'arrange pour justement être dans ces comités, avoir un petit peu d'actu. Ça, on peut en parler parce que, par exemple, c'est chez nous aussi qu'on publie les romans de Star Wars. Et donc Star Wars, c'est pareil, Disney, alors avant c'était Lucas, maintenant c'est Disney. Chaque année, il y a une espèce de réunion de tous les licenciés. Donc il y a nous, mais il y a aussi Nestlé, par exemple, qui font faire des barres chocolatées Yoda, enfin je sais pas quoi. Tu vas avoir évidemment Hasbro qui fait les figurines. Tu vas avoir tous les licenciés fringues, donc ça peut être H&M ou etc. Et tous les gens qui ont un produit dérivé Star Wars vont être réunis et va y avoir un congrès Star Wars et vont dire voilà, l'année prochaine il va se passer ça, l'année d'après il va se passer ça. On vous prévient, dans 3 ans, le personnage qu'on va mettre en avant c'est lui. Donc si vous voulez faire un livre de lui, c'est à tel moment. Si vous voulez faire des t-shirts de lui, c'est à tel moment, etc. Et donc c'est prévu assez longtemps à l'avance. En fait, c'est de la stratégie marketing. Et par contre, nous, le manga, comme on est un peu à part de ça, parce qu'en général, les grosses licences, soit elles sont tirées d'un manga, mais du coup, c'est pas nous qui vendons la licence, c'est le comité qui a produit tous les produits dérivés. Soit le manga a été dealé au Japon, mais en parallèle de tout le reste. On est un peu la pièce rapportée où on n'est pas forcément obligé de suivre toutes les indications que doivent avoir tous les autres. Mais d'un autre côté, on est quand même là pour aider les gens, pour se greffer avec eux, pour faire des opérations. Par exemple, quand Uniqlo a fait ses t-shirts Spy Family, on les a contactés et on a réussi à faire de la visibilité. Donc on a fait des échanges. C'est-à-dire que dans les émissions Twitch de Kurokawa, on avait les t-shirts Spy Family que Uniqlo nous avait envoyés gentiment. Et puis nous, de notre côté, on a mis des colonnes avec de la pub pour les bouquins dans certaines boutiques Uniqlo en France. Donc il y a de l'échange comme ça qui se fait. Et c'est pareil aussi pour les commerçants. C'est-à-dire que par exemple, Leclerc va être prévenu qu'il va y avoir une OP Pokémon à telle date. Donc Leclerc, il va s'arranger pour faire un coin Pokémon où il va mettre toute sa marchandise Pokémon. Donc nos mangas, mais aussi les livres d'éveil, les livres de jeux, les jeux vidéo, puisqu'on vend aussi des jeux vidéo, les t-shirts, ils ont des t-shirts, les jeux de société, etc. Tu vois, donc ils vont faire un corner. Par exemple, on les prévient 6 mois à l'avance. Le commercial de Nintendo va passer chez Leclerc et leur dire le prochain jeu Pokémon, il sort en novembre 2022. Et du coup, faire tout un Du coup, Leclerc, dès le mois de juin, il Ouais. sait qu'en novembre, il faut qu'il fasse un coin spécial Pokémon où il va mettre le jeu, les manga. t-shirts, les mangas, les cartes à gratter, les cartes à jouer, tout le Monopoly Pokémon, etc. Le Monopoly Pokémon. Merci pour cette précision. Je vais revenir tout petit peu sur ta question pour terminer. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Très bien. C'est pour reboucler la boucle avec ce qu'on avait dit au début. Est-ce qu'il faut rester fidèle au manga d'origine ou on doit s'adapter à la culture française qui évolue? Je pense que... Tu voulais répondre? Par exemple, Non, mais est-ce je qu'on- voulais est- répondre à une bêtise. donc. Est-ce qu'on doit mettre là il y a ce sens-ci, c'est quand tu dis quoi, tu dis Koubé. Est-ce que par Alors exemple jamais je mettrai un truc pareil déjà. Mais, voilà, en fait est-ce c'est que, vraiment voilà, du est-ce que- cas par cas. C'est vraiment, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit pas mettre. L'éditeur à la relecture, si un jeu de mots lui plaît pas, si une référence lui plaît pas, s'il juge à ce moment-là que elle est inadaptée, il la changera comme il le veut. Mais il va pas te donner des conditions en fait. Et effectivement, enfin, on va dire que la consigne de départ, c'est qu'il faut que le maximum de gens puissent comprendre le manga, que ce soit au niveau culturel ou au niveau blague, peu importe. Donc il faut que mon grand-père puisse le comprendre et que ma petite nièce aussi. Alors que ma petite nièce, elle est à fond sur les mangas et que mon grand-père, il n'a jamais lu un manga de sa vie, tu vois. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et il peut y avoir aussi des contraintes dans le manga. Par exemple, s'il y a une blague qui fait référence à un acteur japonais que personne connaît à part les Japonais, à ce moment-là, si on le voit dessiner, il va falloir se débrouiller avec une entourloupe Tu vois, par exemple, pour qu'on la comprenne, la blague. Tu En vois. japonais, la vanne, ça va être oh là là, mais t'as l'air aussi fatigué que Monsieur Yamada. Et puis t'as la tête de l'acteur qui est là.
Donc, mais si tu traduis tel quel, c'est pas drôle. Mm. Donc en français, tu as deux solutions. Soit le mec est dessiné de manière suffisamment lambda pour dire oh là là, bah, tu as l'air aussi fatigué que, je sais pas moi, Didier Bourdon, tu vois. Et hop, là, tous les Français y comprennent. Ou alors tu dis ah, mais tu as l'air aussi fatigué que cet acteur qui joue dans le film où il meurt à la fin Ouais. étouffé par un poisson. Donc c'est moins fluide, mais au moins mm. la blague passe, quoi. Donc tu as plusieurs choix Ouais. d'adaptation possibles à chaque fois. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus utiliser des références beaucoup trop françaises parce qu'elles peuvent sortir le lecteur de son manga. Si, admettons, le manga il se passe à Tokyo, c'est ultra japonais. Et puis là, tu parles de Nikos Aliagas. Mais attends, c'est complètement ridicule en fait. Donc il faut réfléchir, il faut trouver des moyens, quitte à complètement changer la blague en fait. Si la blague elle est visuelle, là ça demande un énorme boulot de réflexion et d'entourloupe. Hein, mais si ça n'est pas le cas, tu peux complètement inventer une autre blague. Ouais, tu réécris toutes les blagues Voilà. des fois. Dans Jésus et Bouddha, il y a beaucoup de Et réécriture. il faut avoir parce qu'il y a des choses qui sont l'imagination. intraduisibles. C'est dur. Hein. Et en dernier mot, tu l'as dit tout à l'heure, mais Blue Flag, c'est ton coup de cœur. Est-ce que c'est un coup de cœur et aussi bien à traduire pour toi, Greg, quel est ton coup de cœur que tu as édité? Bah, j'ai édité que des coups de cœur, donc c'est compliqué à répondre. Alors c'est le genre de question que je déteste. Quand on me dit c'est quoi ton manga préféré J'ai C'est dit quoi le coup de manga cœur. que tu as préféré publier C'est quoi ton coup de cœur Ben, en fait, ils me plaisent tous, sinon je les aurais pas sortis, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Bah, en ce moment, c'est Tsugai, forcément, parce que le manga est construit de telle manière que chaque chapitre est un cliffhanger. Donc forcément, quand on reçoit des nouveaux PDF de Square Enix au bureau, c'est le premier que j'ouvre, c'est Tsugai, forcément. Voilà. Et- Est-ce qu'on a une question, Paul? Non, Non, on n'a on a pas plus de ter- questions, on Paul. va terminer dessus. Donc lisez Tsugai pour les prochaines qui sort bientôt. Bah, il sort jeudi. Il sort jeudi. Merci encore à vous sur Twitch. Merci à vous ici au Centre culturel Leclerc à Saint-Médard. Ne partez pas parce qu'il y a encore des petits trucs que je dois vous dire. Je vais juste terminer avec le Twitch. Merci encore. On se retrouve le 6 juillet pour un Kuro Live. Ce sera Augustin qui sera en train de présenter. Et on reviendra aussi avec des petites surprises à Japan Expo. Donc on sera présent du 13 au 16. Sûrement peut-être aussi sur Twitch. On est en train de tester des petits trucs avec Augustin. Peut-être, on ne sait pas. Oui, Augustin, hop, il se met. et on sera aussi présent aussi pendant le salon avec nos goodies et aussi tous nos mangas. Donc venez nous voir. Et nous, ici, on a quoi? Donc, on a des photos qui nous attendent. On a... Ici, nous avons on a plein de trucs. On a un photobooth. Ici, On nous a avons un photobooth. dégustation de bubble tea. Dégustation de bubble tea. Stand Et- de caricature manga. Stand de caricature manga avec J-Sama qui est en Ouais. haut, qui est en train qui vous attend pour faire votre portrait en manga. Donc vous pouvez aller le voir. Tout ça c'est gratuit. Donc vous pouvez Tout y est aller. gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Enfin, Vous pas les pouvez- bouquins. Hein, Pas les bouquins. Les bouquins, voilà. Ils vont se faire tacler à la sortie. mais- Et puis merci encore. Et après, juste après, je vous reprends avec un quiz pour gagner des mangas. Merci encore et à très vite sur Twitch. Au revoir.